notre segment de 9h15 en ce jour d'Halloween, nous recevons Christian Page aujourd'hui. Bonjour, Christian. Bonjour. 31 octobre. On peut écouter un film d'horreur, on peut jouer à Ouija, on peut se faire un peu peur, se donner des frissons. Et c'est l'occasion d'avoir des discussions sur des lieux hantés qu'on a ici au Québec. Mais d'abord, on va placer tout ça, là. L'Halloween. Pendant 24 heures, on va croire que les fantômes existent. Oui, c'est ça. On va se faire plaisir, on va croire que les fantômes existent. Beaucoup de gens se posent la question d'où vient la fête de l'Halloween. Hein? En fait, c'est la combinaison de plusieurs fêtes païennes. Mais la plus importante, c'était la fête de Samhain qui se tenait dans le nord de l'Europe, au Moyen Âge. Hein? Bon, on parle des pays celtiques, on parle de l'Angleterre, le nord de la France, l'Irlande, tout ça. Et à ce moment-là, donc, eux, selon un calendrier lunaire, la fête de Samhain tombait généralement le 31 octobre ou le 1er novembre. Et durant les grandes campagnes d'évangélisation au 8e siècle, on n'aimait pas beaucoup de voir que les gens s'adonnaient à des fêtes païennes. Donc, le pape Grégoire III a décidé de déplacer la fête de la Toussaint, que l'on fêtait généralement au printemps, de l'amener le 1er novembre. En se disant, si les gens fêtent la Toussaint le 1er novembre, on va oublier la fête de Samhain, puis éventuellement, elle va disparaître. Mais ça n'a pas fonctionné. D'où le nom, d'ailleurs, de l'Halloween, qui vient d'un vieux mot anglais qui veut dire All Hallow Eve, la veille de la fête de la Toussaint. Donc, la fête est fêtée le 31 octobre, la veille de la Toussaint. Et le rituel, à l'époque, lorsque les Celtes fêtaient la fête de Samhain, on se réunissait, on donnait des offrandes à Samhain. Donc, d'où un peu l'idée de passer de porte en porte pour avoir des offrandes. Quoique cette tradition-là va surtout se développer dans le 19e siècle en Angleterre, où des gens pauvres profitent de cette fête de l'Halloween pour aller de maison en maison, pour aller chercher des denrées. Donc, grosso modo, plusieurs fêtes païennes réunies, et avec toujours cet objectif, durant les grandes périodes d'évangélisation, de passer le rouleau compresseur sur les fêtes païennes, et la fête de Samhain nous est quand même restée sous le nom de l'Halloween. Oui, mais il y a toujours aussi autour de cette fête, la fête des morts, honorer aussi peut-être ceux qui sont passés dans l'autre monde, et la peur qu'on a par rapport à ça. En fait, les rituels de la fête des morts, il faut savoir que c'est aussi vieux que l'humanité existe. Même dans la préhistoire, on voit qu'on avait des rituels funéraires, on enterrait des gens avec des objets qui leur avaient été chers de leur vivant, parce qu'on croyait que dans cet au-delà, ils apporteraient avec eux des objets. Et évidemment, il ne fallait pas froisser les gens qu'on envoyait dans l'au-delà parce qu'ils pouvaient venir troubler notre quiétude. D'où le fait de tous ces rituels et cérémonies religieuses et du respect de l'esprit des ancêtres, qui faisait partie de la culture. Et par exemple, dans la Grèce antique, l'Égypte antique, on voit énormément se développer cette culture du rituel d'après-mort. Si alors là, tu parles de ceux qui peuvent revenir nous hanter. Le peuvent-ils? Le peuvent-ils? Mais le peuvent-ils? Il y a des endroits au Québec qu'on dit habiter, hanter. Lesquels sont les plus célèbres? C'est vrai, j'aurais pu te choisir parce que ça fait 45 ans que je m'intéresse à ces sujets-là. J'ai visité de nombreuses maisons privées où les gens rapportaient des phénomènes paranormaux. Mais pour les besoins, pour les circonstances, si les gens veulent se donner ce week-end un peu le frisson de la peur, il y a quand même des lieux publics qui ont la réputation d'être hantés. Alors, partons de la ville de Québec vers Montréal. À Québec, sur la chaussée des Écossais, il y a le Centre culturel Morin, magnifique bâtiment, un peu style Tudor à l'extérieur. L'intérieur est absolument à voir avec des bibliothèques de style victorienne. Et il faut savoir que le Centre Morin a été construit au tournant du 19e siècle, donc au début du 19e siècle, et de 1813 à 1868, il était une prison commune. Ce qui était particulier de la prison du Centre Morin, on l'appelait aussi la vieille prison de Québec, c'est que les voleurs à la tire côtoyaient les assassins. Et parmi ces assassins, il y en a qui avaient eu des condamnations à mort. Et les condamnations à mort se tenaient au 2e étage, sur le balcon extérieur. Ouais, c'était des morts par pendaison. Oui, voilà, on dressait les échafauds, on pendait les gens, et c'était des pendaisons publiques. Donc, les gens assistaient à ces mises à mort. Éventuellement, le centre a connu plusieurs vocations. Les bibliothèques sont magnifiques. Tu me disais toi-même avoir fait un tournage là-bas. Ce sont des bibliothèques un peu de style victorien qui nous rappellent Harry Potter. Tout à fait. Mais il faut savoir que depuis des générations, les employés du Centre Morin rapportent des événements mystérieux, des craquements, des bruits de pas dans les escaliers, le système électrique qui fait défaut. Et étrangement, les anciennes cellules de l'ancienne prison de Québec peuvent toujours être vues parce qu'elles sont au sous-sol. Donc, si des gens vont visiter le Centre Morin,
demandez à votre guide de vous faire visiter les sous-sols où se trouvent encore les geôles et les cachots. C'est un univers excessivement glauque et souvent, les gens rapportent y avoir ressenti des présences de ceux qui, malheureusement, sont passés à patresse entre les murs du centre Morin. De cette prison municipale. De cette prison municipale. Allons à une autre prison à Trois-Rivières. Oui. Donc, direction Trois-Rivières, la vieille prison de Trois-Rivières. Il faut savoir que les prisons et les instituts psychiatriques ont la cote dans l'univers des fantômes. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux qui sont chargés d'émotions et on croit que ces lieux-là serviraient à retenir ces âmes errantes. Donc, la grande prison de Trois-Rivières a été construite un peu comme le Centre Morin au tournant du 19e siècle. De 1822 à 1986, la prison a été effective. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que les geôles qui étaient là en fonction au 19e siècle étaient les mêmes qu'occupaient les prisonniers dans les années 50. Les conditions de détention étaient tout à fait épouvantable. Ouais. Aujourd'hui, la vieille prison de Trois-Rivières est devenue un centre d'interprétation de la vie carcérale. Et là encore, depuis des générations, on raconte que la vieille prison de Trois-Rivières serait le théâtre de manifestations extraordinaires. Donc, des employés, des guides, des surveillants racontent avoir entendu parfois la nuit des locks de prison, des portes de prison claquer. Ils ont vu les systèmes électriques faire défaut. Ils ont senti des présences. Même certains m'ont raconté avoir eu des touchés. Parce qu'il faut savoir que dans la vieille prison de Trois-Rivières, des gens avaient été condamnés à de longues peines et sont décédés dans ces lieux. Ces lieux, encore une fois, un peu comme la vieille prison de Québec, des lieux chargés d'émotions. Puis qu'est-ce qui se passe dans une maison de Vaudreuil, pas trop loin de Montréal? Non, on est juste à la sortie de Montréal, direction Ottawa, Vaudreuil-Dorion, la maison Treschler. C'est une parfaite histoire. Belle, cette maison-là? Oui, c'est une parfaite histoire de fantômes. Donc, il faut savoir qu'au tournant, fin des années 1700, début des années 1800, Jean-Joseph Treschler, un commerçant, décide d'acheter ce terrain. Il y a déjà des petits bâtiments. Il y fait construire un magasin général. Il va ensuite s'adonner au trafic de fourrure et il va faire fortune dans cet univers-là. Mais tout n'est pas parfait dans la famille Treschler. Deux des filles Treschler, et notamment sa préférée, Catherine, décident de marier un roturier contre l'avis de son père, qui lui avait déjà désigné un jeune homme bien nanti. Alors, évidemment, au décès du père Treschler, en 1813, il décide de déshériter sa fille. Toute la fortune de Treschler va à sa deuxième femme, sa deuxième épouse en deuxième noces. Il s'agit de Marianne Curtius. C'est elle qui va hériter de la fortune de Treschler. À ce moment-là, Catherine et sa sœur, qui ont marié toutes deux des roturiers, vivent de façon misérable, pauvrement. Et puis, à la mort de la veuve Treschler en 1851, c'est une parfaite histoire de fantôme, ça. En 1851, à la mort de la veuve Treschler, Catherine, elle lègue tous ses biens à son fils. Catherine Treschler, déshéritée depuis 30 ans, se dit « c'est la goutte qui fait déborder le vase ». Ça suffit, je veux mon argent. Voilà, elle fait un procès à la veuve Treschler, un procès qu'elle gagne. Et elle va hériter de l'immense domaine Treschler, un domaine seigneurial, qui va devenir sa dernière maison. Elle va y décéder en 1968, mais ne la quittera jamais. Donc, on continue. Vous me l'avez enlevée, mais vous ne me la reprendrez pas. Aujourd'hui, la maison Treschler, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est devenue un centre culturel. On y organise des vernissages, on fait parfois des petits concerts de musique de chambre. Pendant de longues années, les administrateurs de la maison refusaient de parler du fantôme de Catherine qui continue d'arpenter les corridors. Mais aujourd'hui, les nouveaux administrateurs acceptent de reconnaître la légende de Catherine. C'est ça. Et ils nous font visiter les lieux. On s'amuse avec le fantôme de Catherine. Qu'on y croit ou pas, quand tu nous le racontes, Christian, c'est fascinant. Merci de ta visite. Ça me fait plaisir.